L'idée initiale, c'était de rassembler des longs reportages, notamment ceux que j'avais faits pour 21, qui étaient les plus longs, il devait y en avoir une dizaine de reportages vraiment très substantiels, enfin du genre de, je sais pas, 25 pages, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y a un côté tant qu'à faire, quoi, un peu. J'ai eu envie de les entrelarder un petit peu de textes plus courts, certains étant des textes sur des livres, d'autres des textes, enfin, comme on dit, de circonstances, des choses comme ça. L'idée étant à un moment de se mettre à agencer quelque chose qui puisse être une sorte, enfin un vrai livre, quoi, pas juste une anthologie d'articles, quelque chose qui raconte quelque chose, qui est un mouvement, qui raconte quelque chose. Donc ça supposait d'introduire une plus grande variété de registres, de choses comme ça, tout ça en respectant malgré tout le principe de la chronologie. Donc ça s'étale sur 25 ans, je crois que le premier texte doit dater de 90, le dernier de 2015. Enfin, il y a ceux qui concernent, qui est plus tard l'affaire Roman, mais en fait les premiers sont des comptes rendus, de la chronique judiciaire que j'ai fait pour l'événement du jeudi, au début des années 90, je crois même en 90. À un moment, pour dire la vérité, j'arrivais plus du tout à écrire quoi que ce soit, et je me disais qu'il fallait que je trouve un autre métier, et donc il fallait que je me remette au journalisme, avec lequel j'avais gagné ma vie autrefois, et j'avais pas envie de revenir au journalisme culturel, genre critique de cinéma, et je m'étais dit que la chronique judiciaire, c'était quelque chose qui pourrait me convenir, et donc je me souviens, j'avais contacté plusieurs journaux, j'étais pas très connu à l'époque, donc j'ai un petit peu ramé, plusieurs on dit c'est intéressant, mais n'ont pas donné suite. Et puis l'événement du jeudi a gentiment accueilli mes services. Mais en fait, c'était même pas eux qui me commandaient des articles, c'était moi qui avais pris contact avec pas mal d'avocats, de magistrats, de choses comme ça. J'ai une sœur qui est avocate, donc qui m'avait mis en contact avec des confrères à elle, et donc qui me disait quand il y avait ce qui fait que je m'étais retrouvé en fait à couvrir des petits procès d'assises, tu vois, pas les énormes procès, mais des choses où au fait j'étais généralement le seul journaliste, et qui était au moins 3 d'entre eux, ceux que j'ai réunis là-dedans, étaient, je trouve, des procès bouleversants, vraiment bouleversants. J'ai gardé ceux qui me paraissaient les plus émouvants, quoi, même si à distance, je trouve qu'ils sont écrits d'une façon un tout petit peu emphatique quand même, mais qu'il y a quelque chose, enfin c'était contemporain de la période que je raconte dans le royaume, enfin de grand désarroi qui a débouché sur une espèce de conversion un peu. Et donc c'est des articles très catho, quoi, très non seulement dans leur façon d'aborder les choses, mais même dans une espèce de chose un peu, une espèce de gravité peut-être un peu excessive du ton. En même temps pas excessive, puisque ces sujets appellent la gravité. L'affaire Roman, je travaillais déjà dessus, tu vois, le procès, il a eu lieu en 96, je crois, alors que les faits avaient eu lieu en 93, et ça faisait quand même 3 ans que je travaillais dessus. C'est le temps classique qui sépare les faits d'un procès, c'est-à-dire le temps de l'instruction, tout ça. Et donc, en fait, comme je travaillais à ça, j'avais eu accès un peu au dossier d'instruction, des choses comme ça. Ce qui fait d'ailleurs que je m'étais retrouvé au procès Roman qui avait rassemblé quand même tous les chroniqueurs judiciaires de France. C'était un énorme, beaucoup de ces chroniqueurs judiciaires me disaient que des affaires comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une carrière. C'était quand même une grande affaire, hein. Et en fait, moi qui étais amateur, j'étais celui qui avait fait le pré-papier le plus fouillé, le mieux informé, précisément parce que j'avais cette espèce d'accès lié à un travail soutenu depuis plusieurs années déjà. Il y en a qui sont des traces de livres que j'avais. Il y a une espèce d'assez long article sur Alan Turing, le mathématicien, tout ça, sur qui j'ai vraiment essayé d'écrire un livre à un moment donné, et je me suis aperçu que j'y arriverais pas, tout simplement parce que il aurait fallu être un peu plus calé en maths que je l'étais. Ça ne veut pas dire que ça aurait dû donner un livre plein de maths, mais il aurait fallu que je comprenne mieux certaines choses pour arriver à les faire comprendre au lecteur. Donc c'est un truc que j'avais abandonné. Sinon, non, j'aime bien les trucs où il y a une espèce de mouvement qui vous amène naturellement à écrire un livre où on tâtonne, parce que par exemple pour Limonov, ça avait commencé par un reportage que j'avais fait pour Marie-Claire, juste après la mort d'Anna Politkovskaya. Marie-Claire m'avait dit, est-ce que tu veux aller faire
un reportage dans l'entourage d'Anna Politkovskaya pour faire un portrait d'elle. Et donc j'avais fait ça, j'étais allé passer 10 jours à Moscou, 2-3 jours après sa mort. Et donc j'avais beaucoup tourné dans le petit monde des gens de l'opposition démocratique à Moscou, qui est un monde à la fois de gens magnifiques, très courageux, très nobles et pathétiquement peu nombreux. Et j'avais été très surpris de découvrir que dans ce monde, qui était celui d'Anna Politkovskaya, d'Elena Bonner, la veuve de Sakharov, Limonov était en odeur de sainteté. Moi, j'avais l'idée de Limonov que j'avais connu autrefois comme devenu une espèce de fasciste à la tête d'une milice de skin, et je découvre que tous ces gens-là le considéraient, lui et ces jeunes mecs, comme vraiment l'espoir de la Russie. Ah, ça m'a vraiment énormément surpris, ce qui fait que 2 ou 3 mois plus tard, quand Patrick de Saint-Exupéry, qui lançait le magazine 21, m'a demandé si j'avais un sujet pour le premier numéro, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire Limonov. Il se trouve que Patrick de Saint-Exupéry avait été correspondant à Moscou, c'est même comme ça que je l'avais connu. Il m'a dit, Limonov, mais ça va pas la tête, c'est une espèce de petite frappe fasciste. J'ai dit, écoute, je suis pas sûr. Ça vaudrait, peut-être, oui, mais ça vaudrait quand même le coup d'aller voir de plus près. Je dis, bien sûr, vas-y. Donc, second étage, je suis allé passer 15 jours avec Limonov, et au terme de ces 15 jours, je me suis quand même dit que j'avais envie de continuer, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça. J'aime bien quand les choses se passent comme ça, de façon où on sait. En fait, j'aime bien quand on ne sait pas où on va. Je trouve que c'est bien. C'est pour ça que dans le titre, c'est il est avantageux d'avoir où aller, pas de savoir où aller. Savoir où aller, je suis pas du tout pour. Ah, le titre, comme je pense que tu t'en souviens, en fait, pour tous les livres habituellement, j'ai un titre dont je suis sûr. Aussi bien, je sais pas, L'adversaire, Le royaume, un roman russe, D'autres vies que la mienne, ou Limonov. Non, Limonov, il y avait eu d'autres idées de titres, mais c'était des titres. Enfin, voilà, si on m'avait dit on peut pas le prendre parce que c'est pris, j'aurais dit on le prend quand même. Enfin, c'est le titre du livre. Alors que là, peut-être parce que c'est plus hétérogène et que ça a été tardivement pensé comme un livre, j'étais en peine de titre et j'en avais plusieurs. Tu te souviens, on a eu des discussions là-dessus. J'en avais un qui consistait à dire, puisque c'est du journalisme, on va compter en signes comme on les journalistes, on va faire 730 000 signes. C'était ça que ça faisait. C'était pas mal, mais c'était un peu arty, ça faisait un peu Palais de Tokyo. Il y en avait un qui était Le monde par petits bouts, qui est une phrase de Winnicott qui dit que la bonne mère, la mère suffisamment bonne, doit donner à son enfant le monde par petits bouts. Et je trouvais que c'était un peu ça. Mais en même temps, je me suis aperçu que ce titre ne plaisait pas. Enfin, c'était surtout les hommes qui n'aimaient pas ça, comme si le petit et bout, c'était un peu genre le monde des petites bites ou un truc comme ça. C'était ça que ça évoquait et ça ne me plaisait pas. Et à un moment, c'était vraiment la veille du jour où il fallait dire... allez, maintenant, on le donne le titre, parce que ça y est, on imprime. Je me souviens que j'ai consulté le Yi King, donc le grand livre de sagesse chinoise millénaire et oraculaire, que je consulte assez souvent, à l'instar de Philippe Cadic, qui a quand même écrit tout un livre avec le Yi King, le maître du Haut-Château. Et le Yi King, dont j'attendais qu'il me donne une piste pour départager entre ces deux titres dont aucun ne m'emballait vraiment, départageait pas tellement, disait quelque chose d'assez cryptique, comme ça arrive souvent. Mais quand même, dans le truc cryptique, il y avait cette phrase, il est avantageux d'avoir où aller. Et Hélène, ma femme, m'a dit, mais en fait, c'est un vachement bon titre, il est avantageux d'avoir où aller. Et j'en ai convenu. Et en fait, je suis maintenant très content de ce titre. Mais ça, vraiment, il a été trouvé in extremis. Il y a plusieurs écrivains, oui. Alors, il y a un texte sur Dick, et puis, non seulement il y a un texte sur Dick, mais Dick revient beaucoup. Il y a une espèce de long reportage en Roumanie que j'ai fait en 93, tout ça, qui au fond est d'une certaine façon le point de départ de la biographie de Dick que j'ai écrit, comme si la réalité de la Roumanie m'était parue tellement, juste au lendemain de la chute de Ceausescu, m'était paru quelque chose de tellement troublant, tellement alien, tellement unheimlich, comme dit selon l'expression de Freud, que j'avais l'impression qu'au fond, ce qui en rendait le mieux compte, c'était la référence à Dick. Je me suis retrouvé à un moment quand il y avait eu une espèce de énorme descente de mineurs qui étaient venus casser la gueule de tout ce qui pouvait être plus ou moins opposition
à Bucarest, et j'étais comme ça dans cet hôtel intercontinental où étaient à peu près tous les journalistes, tout ça, et je me souviens d'avoir discuté comme ça avec un journaliste américain qui lui s'était d'ailleurs fait au passage assez bien démonter la gueule, et on s'est aperçu qu'on était passionnés de science-fiction tous les deux, et à se dire mais au fond le truc qui décrit bien ce pays, enfin ce moment ahurissant de ce pays, c'est Dick. Et au fond, j'étais rentré de ce reportage en me disant, bah, la bonne chose à faire, c'est une biographie de Dick. Sinon, non, il y a pas mal d'autres de trucs sur des livres. Il y en a une partie que j'ai retrouvée, que j'avais un peu oubliée, sur Balzac, que j'ai repris, que j'étais content, j'ai trouvé pas mal, amusant. Il y avait des articles sur certains auteurs un peu de fiction très... Alors là, typiquement le genre de fiction que je rêvais que j'aimais, que j'ai essayé de faire autrefois, à quoi appartient d'une certaine manière un livre comme La Moustache, mais qui vraiment de la pure fiction, assez brève, assez horlogère même comme ça, qui repose vraiment sur l'intrigue. Il y a comme ça l'extraordinaire livre de Léo Perutz, le cavalier suédois. Il y a une espèce d'hommage à Sébastien Japrisot, auteur que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de texte particulier, mais il y a une présence constante comme référence de René Belletto, dont je trouve que les livres, enfin les grands livres comme La Machine ou la trilogie lyonnaise sont vraiment des livres complètement dans cet esprit-là. L'Homme D, ce livre des années 70 qui raconte l'histoire d'un type d'un psychanalyste new-yorkais qui décide de jouer toute sa vie au dé, et en fait qui mène une vie totalement transgressive, et c'est un livre qui quand même 40 ou 50 ans après reste très transgressif et très scandaleux, qui a été écrit par un personnage très mystérieux que je me figurais d'ailleurs une espèce de mélange de William Burroughs, de Castaneda, de Thomas Pynchon, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai retrouvé sa trace, je suis allé le voir, et en fait c'était un adorable vieux monsieur qui était avec la même femme depuis 50 ans, qui avait jamais pris de drogue de sa vie. Enfin, c'était pas du tout le personnage que j'imaginais. Et en même temps c'était amusant et émouvant. Je n'ai pas mis La Nouvelle du Monde parce qu'elle a été entièrement, elle se trouve entièrement dans un roman russe. Donc non, c'est même une question que je me suis posée à certains moments. C'est est-ce qu'il faut prendre certains articles qui sont justement devenus des livres, par exemple le reportage sur Limonov, et j'ai décidé de le mettre parce que même si des passages de ce reportage se retrouvent dans le livre, en même temps il est différent et il n'est pas du tout conçu comme un livre, et donc j'avais l'impression que c'était c'est peut-être un peu prétentieux de faire ça, mais comme quelque chose qui donne une espèce d'accès à un atelier, à des procédés de fabrication. Enfin, je sais que moi, comme lecteur, je serais preneur de ce type de choses. Même si, forcément, un lecteur de Limonov n'apprendra pas beaucoup plus de choses sur Limonov dans cet article qui précédait le livre. Un magazine féminin italien, un truc qui s'appelle Flair. Je ne sais pas quel est le statut exact en Italie, mais je pense que c'est quelque chose du genre de Elle quand même. Et il m'avait demandé en fait, à la suite de la publication en Italie de cette nouvelle pornographique du Monde, qui était paru en petits volumes séparés en Italie et qui avait eu un certain succès. Donc, dans ce journal, il m'avait demandé de faire une espèce de chronique écrite par un homme sur les relations entre les hommes et les femmes. C'était une mission assez floue d'ailleurs, mais l'arrière-pensée était que j'étais une espèce d'aimable pornographe et que ça donnerait du piquant au journal. Et c'était assez marrant de faire ça parce que il y avait le sentiment, écrivant pour un journal étranger dans une langue, en tout cas dans un journal que personne autour de moi n'avait aucune chance de lire, il y avait un sentiment d'impunité assez amusant. Alors Renaud Camus, c'est pas à la maison POL que je vais le dire, c'est un auteur que j'ai... moi, je le connais depuis au moins 25-30 ans. À une époque, nous étions... ou même tu n'étais encore pas là, toi, Jean-Paul. J'aimais beaucoup Renaud Camus. J'avais beaucoup d'admiration pour son œuvre, qui était... et en particulier pour son journal, dont il publiait quand même une livraison généralement de 500 pages chaque année. Et j'ai dû lire 20 ou 25 livraisons du journal de Renaud Camus, avec toujours le même intérêt pour cette pensée très ondoyante, très rieuse, très libre, son extraordinaire franchise sexuelle, tout ça.
en dépit on était différents par bien des points, mais j'aimais énormément cette liberté et je continue à trouver, hein, en dépit de tout ce qui est énorme qui nous sépare, que c'est, ou en tout cas que c'était un écrivain tout à fait remarquable. Et on était d'ailleurs liés d'amitié. Alors avec le temps, bon, il a tourné quand même de plus en plus, mais pendant longtemps il tournait, il y avait quelque chose qui était, pour aller très vite, disons, réactionnaire, passéiste, dans un registre qui pouvait être, je sais pas, celui de Philippe Muret, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, même si moi je vois pas entièrement les choses comme ça, je suis tout à fait bon public pour ça. Enfin, je veux dire, avoir le copain réactionnaire de charme, ça m'allait très bien. Ça s'est quand même, ça a passé un cap il y a depuis quelques années, peut-être même une dizaine d'années, qui est, je pense, à la suite de cette espèce d'affaire où il a été accusé d'antisémitisme, à mon avis à tort, ce qui fait que j'ai été, bon, parmi ceux qui ont essayé de le défendre, mais c'était une défense inaudible, tellement a priori c'était accablant. Même Finkielkraut, qui est beaucoup plus éloquent, véhément, pugnace que moi, il n'est pas arrivé, personne ne l'a entendu. Mais donc, maintenant, Renaud Camus est vraiment à des positions avec lesquelles... là, c'est au-delà du désaccord, parce que là, vraiment, bon, on était le dernier carré des amis d'avant de Renaud Camus, qui ont été totalement consternés quand il a appelé à voter pour Marine Le Pen il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, on est bien au-delà. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui veut rien avoir à voir avec Renaud Camus. Donc, là, il y a un truc qui est pas possible et qui fait que, même si, enfin, j'ai essayé le plus longtemps possible d'observer une espèce de fidélité dans l'amitié et l'admiration. Maintenant, elle n'a plus de sens, quoi. Voilà. Et donc, à un moment, il y a 5 ans, Renaud Camus m'avait demandé d'écrire un article pour la revue du parti qu'il venait de fonder, qui s'appelait le parti de l'innocence, parti dont le principe est uniquement, enfin, et c'est très beau, et de dire on est pour que les gens soient civils et s'entendent bien, et pour une société policée et délicate et apaisée, mais en même temps, le fond du truc, c'est quand même un peu dehors les bougnoules, quoi. Il faut bien dire. Et donc j'ai essayé d'expliquer amicalement encore à Renaud Camus en quoi, enfin, à quel point notre désaccord, enfin, à quel point était profond le fossé qui désormais nous séparait. Et au fond, c'est le dernier contact qu'on a eu, et il y aurait plus de sens, malheureusement, à en avoir. Alors, il y a des commandes qui ont été, enfin, que j'ai provoquées. Disons, ça me paraît, je sais pas, par exemple, avec 21, avec qui je suis une espèce de rapport de compagnon de route depuis maintenant 8 ans que ça existe. À vrai dire, mon premier mouvement, quand j'ai une idée de reportage assez long, c'est d'aller trouver Patrick de Saint-Exupéry, parce que, voilà, enfin, à la fois parce qu'on est amis, parce que je sais que j'aurai le format, la place que je veux, tout ça. Et il y en a d'autres qui sont des commandes, effectivement, et ça me va, j'aime bien ça. Et il y a aussi, enfin, le reportage, c'est tout de même une formidable occasion de faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie habituelle, y compris, enfin, se retrouver quelque part et surmonter une espèce de timidité ou de quant à soi qui fait que, je sais pas, tu parles pas spontanément à des inconnus, des choses comme ça. Quand tu es en situation de reportage, ça fait partie de ton boulot d'aller parler à des inconnus, d'aborder des gens dans les bars ou dans la rue ou des choses comme ça. Et ça pousse à le faire, et on ne le regrette jamais. Je pense qu'une partie de ce que je fais est quand même enracinée dans un travail de journaliste, ou même, enfin, enfin, disons, je prends le journalisme vraiment au sérieux. C'est pas un à côté. D'une certaine manière, par exemple, j'ai beaucoup gagné ma vie en écrivant des scénarios pour la télé. Je ne l'ai jamais fait avec le moindre dédain, j'ai toujours fait avec une grande conscience professionnelle, tout ça, mais j'ai plus l'impression d'un à côté. J'ai moins l'impression de faire le même métier qu'en faisant du journalisme. En faisant du journalisme, j'ai vraiment l'impression de faire le même métier que d'écrire des livres. En écrivant des scénarios, c'est différent. J'ai vraiment l'impression d'écrire pour un média différent, et que c'est pas mon métier, véritablement. Il y a un artisanat, il y a un savoir-faire que j'espère, sinon maîtriser, du moins, pouvoir utiliser, mais c'est pas aussi
proche du cœur de ce que j'essaye de faire. Documentariste? Oui, exactement. C'est un travail de documentariste. Par opposition à un travail d'auteur de films de fiction. Et je me sens beaucoup plus documentariste. C'est un peu un cliché, hein, mais le réel est romanesque. Et au fond, je pense que c'est pareil pour un auteur de fiction. Il fait du romanesque avec du réel. Simplement, voilà, l'approche est différente. Tu combines ça avec des personnages imaginaires, des situations imaginaires, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup de fiction qui ne s'inspire pas du réel. Enfin, ça doit exister, mais... Honnêtement, j'écris tous les articles recueillis là, je les ai écrits exactement de la même façon que j'écrirais un livre. La différence étant la distance. Je pense que c'est la même différence pour un auteur de fiction entre écrire des romans et écrire des nouvelles. C'est pas parce que tu écris des nouvelles que tu les bâcles. Simplement, c'est pas la même longueur, c'est pas le même format. C'est aussi comme je sais pas, quelqu'un qui court à la fois des marathons et des 100 mètres ou même des 50 mètres.